Alors ce qui est important de souligner, c'est aussi que notre cadre d'analyse, ici, c'est un cadre qui va essentiellement porter sur le court terme. C'est-à-dire que dans notre cadre d'analyse, on l'a dit, on va s'intéresser à la croissance économique. Mais pas n'importe quelle croissance économique. Alors là, il va falloir faire une petite distinction entre deux types de croissance. On a deux types de croissance en économie. On a la croissance effective, et je vais mettre entre parenthèses conjoncturelle. Et on a ce qu'on appelle la croissance potentielle. Le modèle qu'on voit, le modèle ASAD, ce n'est pas un modèle de croissance potentielle, ce n'est pas un modèle qui vise à expliquer la croissance potentielle. C'est un modèle qui vise à analyser la croissance effective conjoncturelle. Quelle est la différence entre les deux? Dans notre analyse de la croissance effective, en fait, on est essentiellement à court terme. C'est-à-dire que la croissance, cette croissance-là, la croissance du PIB, c'est une croissance de court terme parce que vous savez qu'en économie, la définition du court terme, c'est que le stock de capital est fixe. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que toutes les entreprises d'une nation arrivent à un certain niveau de production et un certain niveau de PIB, les entreprises combinent deux facteurs de production. Donc le produit, c'est une fonction, c'est une combinaison si vous préférez, de deux facteurs de production, le facteur capital et le facteur travail. Donc on met des heures travaillées et on met une certaine quantité de capital au niveau de la nation. Donc les individus, tous les individus en fonction du taux de chômage de la nation. Souvenez-vous qu'on réfléchit au niveau de la nation et non pas au niveau d'une entreprise. Donc là, dans les heures travaillées, eh bien, il y a le problème du chômage. S'il y a beaucoup de chômage, on travaille peu. S'il y a peu de chômage, on travaille beaucoup. Et quand on combine le travail des individus, des travailleurs, avec le capital apporté dans les entreprises, dans toutes les entreprises d'une nation, on a la capacité de production d'une nation qui nous permet de produire un certain montant, le revenu. Ici, dans la croissance de court terme, on suppose que le stock de capital, je mets une barre au-dessus pour dire qu'il est fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises peuvent acheter du capital pour plus tard produire plus. Par exemple, les entreprises se disent, voilà, on est un peu limité par rapport à notre capacité de production, on a tant de machines-outils, on voudrait produire plus, je vais acheter plus de machines-outils. Mais dans notre analyse, on va étudier l'achat des entreprises de machines-outils, mais on ne va pas étudier le fait que acheter plus de machines-outils permet d'avoir plus de capital et de produire plus. Ça, on ne va pas analyser ce deuxième temps pour l'instant. Ça, c'est le rôle de la croissance potentielle. Dans la croissance potentielle, c'est une analyse de long terme dans lequel le stock de capital est variable. Et en fonction de combien les entreprises accumulent du capital et achètent du travail et combinent capital et travail, on a une idée de quelle serait la croissance maximum à laquelle on peut espérer à très long terme. Mais à court terme, le stock de capital est fixe. Donc le seul moyen pour les entreprises à court terme de pouvoir produire, c'est d'embaucher des individus. C'est pour ça que l'analyse de court terme fait un lien. Ici, vous voyez tout de suite le lien entre le PIB et donc la croissance effective. Vous avez un lien direct entre le PIB et la croissance effective et les heures travaillées. Et qui dit heures travaillées dit heures non travaillées, c'est-à-dire le chômage. Donc l'idée là, l'idée centrale, c'est de dire on s'intéresse à la croissance effective de court terme. Le stock de capital est fixe, c'est-à-dire que les entreprises ne peuvent pas augmenter leur production en achetant du capital. On analyse le fait que les entreprises achètent du capital, c'est l'investissement, mais on n'analyse pas le fait que plus tard, elles vont utiliser ce capital pour produire plus. Ça, on ne l'analyse pas. Donc le seul moyen pour les entreprises et pour une nation d'avoir de la croissance effective, c'est d'augmenter les heures travaillées, c'est-à-dire réduire le chômage. Donc on a un lien direct dans notre analyse, ce que je montrais tout à l'heure, on a AS, on a AD, donc offre globale, demande globale. On a un point d'équilibre qui sera un point d'équilibre avec un PIB qui n'est pas le PIB de plein emploi, et on a un lien direct entre le PIB et le plein emploi, parce que si le PIB est inférieur au plein emploi,
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas assez de capital, le capital est fixe, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'heures travaillées pour produire le revenu de plein emploi. Et donc le revenu tel qu'il est, il utilise les heures qu'on a, le capital qui est fixe, et si ce revenu est trop faible par rapport au revenu de plein emploi, ça veut dire qu'il y a du chômage. Donc il y a un lien direct entre le revenu et le chômage ici. Donc ça c'est très important. Ici on a le revenu de plein emploi. Le revenu de plein emploi c'est si on utilisait tous les individus et si on utilisait tout le stock de capital. Évidemment, si on voulait analyser la croissance potentielle, l'idée ce serait de dire bien à long terme, le stock de capital peut bouger et à long terme, les quantités d'individus bougent parce que vous avez de la démographie, vous avez de l'immigration, vous avez de la natalité. Et donc, si on voulait analyser le long terme, je vais garder la couleur vert, c'était quoi? Oui, c'est croissance potentielle, c'était là à long terme. Si on veut analyser le long terme, on analyserait comment ça, ce revenu de plein emploi, il bouge à long terme, c'est-à-dire il se déplace. À long terme, on a plus de capital et on a plus d'individus qui travaillent dans un pays avec la natalité et l'immigration, et on a plus de capital avec l'utilisation des investissements, et donc le revenu de plein emploi augmente. C'est-à-dire ce qu'on pourrait produire au maximum augmente. Ça, c'est la croissance potentielle. Ça, on ne va pas l'analyser pour l'instant. Ça répond à des lois différentes et il faut en fait des graphiques différents de tout ça. Pour l'instant, on reste dans la croissance conjoncturelle et on reste dans le graphique AS et AD. Voilà, j'ai refait un peu de ménage juste pour dire 2-3 mots sur d'autres différences entre AS, AD et un graphique de microéconomie. La courbe AD ici, c'est une courbe de demande globale et ce n'est pas du tout une courbe de demande agrégée de marché, de demande de marché microéconomique. Et la raison à cela, c'est une raison d'interprétation. Ça, c'est la demande globale qui est composée de la demande des différents agents. Demande de consommation, d'investissement, demande publique, demande d'exportation et demande de produits d'importation. Et cette demande est faite par tous les agents d'une nation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la demande macroéconomique, elle dépend de tout un tas de paramètres et elle est très différente de la demande microéconomique parce que la demande microéconomique, quand les prix baissent, les quantités augmentent, la raison pour laquelle la demande est décroissante en microéconomie, c'est parce qu'il y a un effet de substitution. Donc en microéconomie, la demande elle est décroissante du prix, en partie à cause de l'effet de substitution, c'est-à-dire que si le prix, imaginez que ça ce soit le marché des voitures, si le prix des voitures baisse, les individus demandent plus de voitures, les quantités augmentent parce qu'ils substituent des voitures à un autre mode de transport dont le coût d'opportunité augmente maintenant. Donc par exemple, si le prix des voitures baisse, on consomme plus de voitures au détriment par exemple des transports en commun. Bien. Donc ça c'est l'effet de substitution. Ici, maintenant revenons à la macroéconomie. Cette courbe de demande agrégée, cette courbe de demande globale, il n'y a pas d'effet de substitution. Ça, c'est la courbe de demande de toute une nation pour tous les produits. Donc, on ne peut pas substituer d'un produit à un autre parce qu'on s'intéresse à un objet, on s'intéresse à un problème qui est agrégé, qui est déjà global. Donc, comme on s'intéresse à la consommation globale de tous les produits, on ne peut pas dire les individus vont aller d'un produit à un autre. C'est pas du tout, donc, pour ces raisons que la courbe de demande globale est décroissante du niveau des prix. La courbe de demande globale, elle est décroissante du niveau des prix en partie parce que quand le niveau général des prix augmente, le pouvoir d'achat à revenu égal, le pouvoir d'achat des individus diminue. Donc la consommation a tendance à diminuer, l'investissement a tendance à diminuer et les importations également. Mais ça, encore une fois, on le verra dans le détail. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, tout ce qui est important à retenir, c'est que les raisons pour lesquelles la courbe de demande globale est décroissante du prix ne sont pas les raisons microéconomiques. De même, la courbe d'offre globale, en microéconomie, c'est une partie de la courbe de coût marginal. Ici, la courbe d'offre globale, elle concerne toutes les entreprises et ce n'est pas la courbe de coût marginal de toutes les entreprises d'une nation. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué parce que pour comprendre la courbe d'offre globale, il va falloir comprendre comment fonctionne le marché du travail. C'est-à-dire, si on revient ici à la production des entreprises qui dépend des quantités de travail et des quantités de travail ici et des quantités de capital.
capital étant fixe, eh bien les entreprises, effectivement, si elles veulent produire plus, il va falloir qu'elles embauchent plus. Pour embaucher plus, eh bien, il va falloir voir comment ça se passe sur le marché du travail. Il va peut-être falloir proposer un salaire plus élevé. Peut-être ça va correspondre à des coûts plus élevés, des coûts salariaux. Peut-être qu'il va falloir discuter avec les syndicats sur la négociation du salaire. Donc pour voir comment AS, l'offre globale, augmente, il ne suffit pas simplement de dire des choses sur le coût marginal des entreprises, il va falloir regarder comment fonctionne le marché du travail, donc on va analyser ça, et comment se négocient les entreprises avec les salariés sur toute une nation, la possibilité de travailler plus et à quel salaire. Donc voilà une présentation sommaire de ce qu'on va faire en macroéconomie et j'espère que vous avez compris un peu plus les différences entre l'approche macroéconomique en termes de sujets, croissance économique, grande fonction macroéconomique, inflation, PIB, mais aussi en termes d'approche, c'est-à-dire le fait qu'on analyse une nation entière et les comportements de tous les consommateurs et de toutes les entreprises, de tous les ménages, eh bien fait qu'il y a certaines choses qui étaient microéconomiques et qui ne fonctionnent plus, en tout cas qui ne sont plus pertinents dans l'analyse, et en particulier cette idée d'effet de substitution, mais vous verrez qu'il y a d'autres choses également.